Bonjour! Alors, est-ce que vous êtes plutôt d'un naturel optimiste ou pessimiste? Parce qu'effectivement, ça va être important hein, pour regarder cette troisième vidéo, de savoir répondre à cette question, parce que notre objectif, ça va être de regarder le défi du cloud et de savoir si pour l'Europe, la guerre, elle est perdue ou non. Jingle! Alors, a-t-on perdu la guerre du cloud? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Allez, allons-y. Euh, on commence pragmatique, comme souvent sur Ultra Green. L'état du cloud européen, à quoi ressemble le marché du cloud et il ressemble à une domination écrasante du marché américain. AWS 42%, Azure 30% et GCP 16%. On a effectivement aussi Alibaba pour 5% et enfin on voit arriver un acteur européen, même français pour le coup et non pas pour le cloud, ou si vous voulez. C'est OVH Cloud. Et puis après, toutes les autres miettes derrière, je vais même pas essayer de détailler. Mais de toute façon, il reste 4%, hein, donc ça fait pas beaucoup du marché. Donc effectivement, quand on regarde, l'Europe, elle est représentée par OVH Cloud dans ce classement. Entre 2 et 3%, ça dépend des sources, hein, 2% du marché, d'un marché de plus de 700 milliards de dollars. C'est dommage qu'on n'arrive pas à croquer beaucoup plus de cette manne que peut être le cloud. On a un énorme problème avec le Cloud Act. Toute entreprise américaine peut être contrainte de livrer les données à la justice américaine. Et cela même si effectivement ces données sont stockées en Europe. Un hôpital français sur Azure, potentiellement, c'est accessible par le gouvernement américain. Et c'est absolument inadmissible. Notre sujet de fond, c'est le sujet de la souveraineté. Là, sur le cloud, on a un problème énorme. Alors, il y a eu une initiative européenne qui s'appelle Gaia X, hein, et puis on va essayer de voir un petit peu entre l'ambition initiale et la réalité, et puis de voir en quoi une bonne idée est devenue peut-être un peu complexe. Donc effectivement, le projet lancé en 2019 entre la France et l'Allemagne de créer un cloud européen interopérable, souverain, respectueux des données des citoyens, à la base, c'est ce qu'on veut, c'est exactement là où il faut aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Gaia X a apporté, c'est encore une fois de la régulation et du framework de label, de confiance et ainsi de suite. Il y a effectivement le Gaia X Trust Framework qui a été fabriqué. Il y a un gros travail qui a été fait sur les cas d'usage et les différents secteurs de marché qui seraient adressables entre la santé, la mobilité, l'énergie. Et puis, la construction d'une gouvernance multi-acteurs. Et c'est peut-être là que ça a justement été un peu compliqué. 22 pays, plus de 300 membres, et effectivement peut-être des grosses difficultés pour se mettre d'accord. Et puis du coup, il y a un certain nombre de critiques légitimes qui ont été formulées. Déjà, on cherche à parler de souveraineté, et on a AWS, Microsoft et Google qui sont membres du board de Gaia X. Et on voit en ce moment sur les initiatives Second Cloud, ils sont systématiquement présents. Très peu de services opérationnels après 5 ans. 5 ans. Une complexité bureaucratique qui a freiné l'adoption, et peut-être qu'elle s'explique par la multiplicité des acteurs et les types d'acteurs, et que peut-être que justement la présence de certains acteurs était des freins naturels qu'il aurait fallu identifier. Et puis, absence de cloud hyperscaler européen compétitif et de la puissance de calcul nécessaire. Donc effectivement, on sent, ça parle de nécessité de data center, ça parle de construction d'un leader européen, et pour le moment, on n'en a pas, ou alors il est très très loin sur les parts de marché, on l'a vu. Gaia X, c'est devenu un label de conformité, plus qu'une infrastructure, et ça c'est Gartner qui le dit. Bon. Les alternatives concrètes, elles existent quand même. Ce qui marche vraiment côté cloud souverain.
Donc effectivement, on a en premier lieu le label de sécurité le plus exigeant d'Europe, le label SecNumCloud, défini par la NSSI, immunisé contre le Cloud Act. Les fournisseurs certifiés ou en cours, on a OVH Cloud, on a Outscale avec Dassault, on a Sense et on a Bleu. Donc effectivement, même si derrière Sense et Bleu, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des acteurs américains, le label SecNumCloud offre quand même un périmètre de garantie. Donc, il y a quand même quelque chose à faire sur ce sujet. Par contre, ça continue à utiliser de la technologie américaine. Mais finalement, est-ce que c'est fondamentalement le problème? Disons que il faut se poser la question. Voilà. Après, on a la Sovereign Cloud Stack, la SCS, et là, pour le coup, c'est intéressant, une initiative open source allemande, financement du BMBF. Alors, je vais essayer de le prononcer, mais non, je vais le faire en français. C'est le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche. Et puis, vous avez en bas la version allemande, mais je vais même pas essayer. C'est une stack cloud 100% libre, basée sur de l'OpenStack, sur du Kubernetes, déployée par PlusServe, WebStack, OSISM, utilisée par les Länder allemands. Donc effectivement, on voit que c'est... Clairement, l'Allemagne a énormément d'initiatives autour de l'open source et de la souveraineté, et il y a beaucoup de choses à aller regarder. Mais attention, en France, on a aussi des choses, hein. On a des initiatives qui sont à l'initiative de la DINUM. Je pense par exemple à Cloud P Native, à la volonté de construire une distribution Kubernetes souveraine et ainsi de suite qui va être utilisée sur Cloud P Native. Il y a pas mal de choses. Il faut surveiller ce qui est en train de se passer. La France n'est pas complètement détachée du peloton sur le sujet. Elle n'est pas détachée du peloton. Et puis en plus, effectivement, on a l'European Open Source Cloud via l'Apache et la Cloud Native Computing Foundation. Méfiance quand même avec la CNCF, probablement je vais avoir un cycle de vidéos assez technique mais qui parleront de Kubernetes et j'irai peut-être, ou peut-être pas dans cette vidéo mais dans une autre, je viendrai sur le sujet de la CNCF qui quand même est la petite sœur ou cousine ou je sais pas quel niveau de filiation vous lui trouverez mais de la Linux Foundation, et on parlera, souvent je regarde sur LinkedIn et les gens qui partagent avec moi parlent d'une problématique de l'open source autour de l'empreinte américaine. Oui, il y a des questions qu'on doit se poser, et typiquement autour de la CNCF et de la Linux Foundation. Peut-être qu'il faut qu'on travaille sur des fondations européennes qui donneraient plus de polarité. On en a, puisque on a l'Eclipse Foundation qui maintenant est plus européenne qu'autre chose. Donc il y a des choses. Malgré tout, ça reste quand même de l'open source et des choses sur lesquelles on peut construire de la souveraineté, même si effectivement il existe des risques. Il y a des projets fabuleux, hein, comme Nextcloud, Seafile, et puis on parlera un petit peu aussi de Hetzner, c'est un hébergeur allemand en forte croissance, et c'est intéressant de voir que entre le champion français OVH et puis Hetzner, peut-être que les parts de marché peuvent bouger, que les frontières peuvent bouger sur le marché du cloud. Et puis c'est des offres alternatives qui sont crédibles pour les PME. Justement, Hetzner, donc c'est un cloud discret, hein, qui monte, hein, c'est la pépite allemande, hein, dont en ce moment tout le monde parle. Et puis effectivement, on voit, c'est fondé en 97, toujours indépendant et même familial, c'est impressionnant. Data center en Allemagne et en Finlande, 100% sous juridiction européenne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont quand même capables de produire des prix qui sont 3 à 5 fois inférieurs à AWS pour des performances comparables. Et leur croissance, elle fait rêver beaucoup de monde. C'est pour ça que je parle d'Hetzner, parce que justement, l'Europe et les acteurs français, et même les gros groupes français, les champions actuels au niveau classement sur le marché du cloud, faut travailler avec il faut trouver des partenariats avec les initiatives, et notamment en Allemagne. Donc il y a de nombreuses startups et des développeurs européens qui migrent vers Hetzner. Il n'y a pas de marketing agressif, c'est aussi ça qui est intéressant, pas de lobbying, et le but c'est de fournir de l'infrastructure qui fonctionne. Est-ce que je fais de la pub pour Hetzner? Non, c'est pas l'objectif, c'est juste de dire, c'est à vous de savoir ce que vous voulez utiliser en petite, moyenne, grande entreprise, plutôt moyenne et petites entreprises pour le coup.
tant que ces structures n'ont pas les reins et la taille suffisante pour être le réceptacle de grosses entreprises ou travailler avec de grosses entreprises. Mais du coup, voilà, le but c'est si au moins en tant qu'indépendant, en tant que petite entreprise, en tant que TPE ou entreprise de taille intermédiaire, vous avez pour objectif de vous soucier de la souveraineté européenne. Allez regarder, il y a des choses chez des gros groupes français, il y a des choses chez les acteurs qu'on a évoqués sur ce support, et puis il y a aussi des initiatives allemandes. Regardez, hein, de toute façon, le but du jeu, c'est de choisir en conscience. C'est ça aussi, la souveraineté numérique. C'est là où je veux en venir. C'est d'être conscient du choix qu'on fait. La recherche de souveraineté, c'est de ne pas suivre le marché, se dire il n'y a que le leader et je choisis que le leader parce que sinon je prends un risque. Non, c'est pas vrai. Prenez encore peut-être plus de risques à suivre comme un mouton. On s'arrête là pour cette vidéo dans notre cycle sur la souveraineté numérique. Et puis, bah, on va parler d'IA dans la prochaine. Hein. Et puis, vous voyez, en ce moment, les choses se complexifient encore, et notamment sur le sujet de la souveraineté. C'est pour ça que je voulais avancer hein, sur ce sujet. Je vais probablement un peu bouleverser ma programmation pour essayer de rapprocher ce cycle de vidéo de la date à laquelle je la produis. Parce que Mistral et que les choix de Mistral me poussent à bouleverser mon organisation bien huilée. J'ai un super planning avec toutes mes vidéos et ainsi de suite. J'essaye de structurer mon programme. Mais des fois, de temps en temps, ça avait été le cas pour l'espace, ça a été le cas pour d'autres sujets. Voilà, je joue un peu sur mes priorités. Au revoir, à demain.